Merci, Dr Ferret, pour ces propos liminaires. Si vous en êtes d'accord, on va passer à l'aspect questionnement. Et je vais me tourner tout d'abord vers notre rapporteur Jean-Jacques Lozach, qui a sans doute quelques questions à vous poser. Oui, merci, Président. Oui, docteur, vous avez rappelé tout à l'heure les contrôles qui étaient intervenus juste avant l'épreuve de 1998, donc pendant notamment toute la période de préparation qui a précédé cette Coupe du Monde, avec notamment 17 joueurs contrôlés, etc. De quel type de contrôle il s'agissait? C'est des contrôles sanguins, urinaires, capillaires? Urinaire uniquement en 98, c'est en 2002 où la FIFA a fait des contrôles sanguins et des contrôles urinaires, qui ont tous été négatifs aussi en 2002. Comme en 96, quand nous avons participé au championnat d'Europe en Angleterre, tous nos contrôles ont été négatifs. Alors c'est vrai que les contrôles, on le voit avec l'affaire Armstrong, sont pas forcément efficaces. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que pour passer à travers, il faut une sacrée organisation et avoir un laboratoire et de sacrés médecins biologistes derrière avec un bon budget. Oui, je reviens un instant en ce qui concerne vos échanges un petit peu vifs avec votre successeur, le docteur Paclet. En effet, notre commission a finalement déclenché à certains moments des réactions qui, au départ, n'étaient pas tout à fait prévues. Enfin, en tout cas, ce n'était pas la finalité de notre commission, mais finalement, ça lui a donné aussi du sens et de l'intérêt, ce côté interactif. Donc, à plusieurs reprises, il a affirmé que certains cadres de l'équipe de France qui évoluent en Italie présentaient un taux d'hématocrite anormal en 98 lors de la Coupe du Monde. Donc, vous confirmez bien que ces taux étaient anormaux, ou bien est-ce que, à vos yeux, la situation était plutôt une situation... Oui, nous avions un certain nombre de joueurs sur les taux d'hématocrite. Nous avions un certain nombre de joueurs qui avaient des taux d'hématocrite hauts, mais qui les avaient pratiquement en permanence. Donc, je pense pas, enfin, j'ose espérer qu'ils prenaient pas de l'érythropoïétine à jet continu. Ça, c'est une chose. Et je vous dis, on a des marqueurs indirects. Donc, on est allé beaucoup plus loin que le taux d'hématocrite, parce qu'il m'a interpellé aussi, ce taux d'hématocrite, les premières fois. Donc, on est allé beaucoup plus loin. Il y a un certain nombre de dosages. On a même, ça c'était un peu plus tard, on a même dosé l'érythropoïétine. Et ce qu'on a pu voir, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que notamment les signes indirects, notamment le taux de réticulocytes, était tout à fait dans les normes. Or, quand vous prenez de l'érythropoïétine, comme j'ai dit tout à l'heure, vous faites monter, vous fabriquez beaucoup plus de globules rouges, et quand vous dosez les réticulocytes, qui est une forme jaune de globules rouges, vous en avez beaucoup plus que la normale. Et ça, sur tous ces joueurs-là, les taux de réticulocytes étaient normaux. Et je pense que ce sont les variations qui comptent. L'hématocrite haut, vous pouvez l'avoir dans certaines conditions. Et on sait très bien que faire baisser un taux d'hématocrite, c'est très facile. Il suffit de faire boire le sujet énormément ou de lui faire une perfusion. Et puis vous faites baisser le taux d'hématocrite de manière, je dirais, quasi instantanée, quoi. Justement, sur ces variations de taux, bon, on a vu en particulier le contenu de tout le procès là, concernant la Juventus de Turin. Pour quelqu'un comme Didier Deschamps, bon, on était quand même à un taux d'hématocrite de 51,9, donc c'est quand même pas anodin. Comment percevez-vous, comment analysez-vous cette réalité objective, scientifique? Alors moi, je l'ai jamais eu à ce taux-là en équipe de France. Je l'ai jamais eu à ce taux-là en équipe de France. C'est vrai qu'il avait un taux d'hématocrite qui pouvait être élevé, mais comme je vous dis, les marqueurs indirects pour moi étaient normaux. Donc au niveau des fluctuations, alors bien sûr à la Juve, je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais sur ce que j'ai pu voir à la Juve, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des pays qui médicalisent beaucoup, d'accord, et les Italiens sont dans ce cas-là. C'est-à-dire quand nous on donne un comprimé, eux ils font une piqûre, voire une perfusion. Ok, ils ont une médecine qui est beaucoup plus agressive que la nôtre. La médecine allemande, c'est la même chose. Les Allemands perfusaient leurs joueurs déjà à la Coupe du Monde 1974. Ok, ce qui pour nous était une aberration. Mais les Français aiment pas trop les piqûres d'une part,
Et puis, on a une médecine qui est pas très agressive de ce côté-là. Moi, dans ma clientèle, je passe mon temps à éviter à des gens de se faire opérer plutôt que l'inverse. Donc, là encore, je crois que c'est la philosophie du médecin qui compte. Et je dis qu'on a une philosophie médicale en France qui est beaucoup plus humaniste que d'autres pays. Et ça, j'ai pu le voir parce qu'en tant que médecin de l'équipe de France, j'ai beaucoup voyagé en Espagne, en Italie ou dans d'autres pays. Et j'ai vu que les cultures étaient différentes. Les cultures médicales sont différentes. Et ça, je crois qu'il faut en tenir compte avec notre regard français, quoi. Docteur, je reprends vos propos. En septembre 2010, je vous cite, donc Paclay a pris ma succession, nous avons eu des dossiers communs car nous avons soigné les mêmes joueurs. En 98, nous avons effectivement constaté des anomalies biologiques, mais comme toujours en fin de saison chez les joueurs de très haut niveau, qui n'ont pas les mêmes aptitudes que Monsieur Tout-le-Monde. Nous les avons rectifiés, mais toujours dans le respect de l'éthique, sans jamais avoir recours au dopage. Je vous cite, qu'entendez-vous par rectifier ? Si vous voulez, moi je suis un adepte de la micronutrition. Quand j'ai commencé en équipe de France, on a commencé des bilans biologiques importants, vitaminiques, sels minéraux, bon, etc. Et on s'est aperçu effectivement qu'il y avait des choses anormales pour une population sportive, notamment si vous vous intéressez à l'oxydation cellulaire. On a des protections contre les radicaux libres qui sont importantes. Et ces protections, notamment la vitamine E et d'autres, bon, je m'en passe certaines variables, étaient extrêmement basses. Donc, je me suis attaché à essayer d'améliorer ce statut, mais essentiellement par une approche nutritionnelle et une approche en micronutrition. La micronutrition est une approche intéressante. Contrairement à la médecine orthomoléculaire comme on la voit aux États-Unis où les gens prennent des dosages vitaminiques extrêmement élevés, ça consiste à amener des petites doses mais dans un bol alimentaire normal. Parce qu'il faut savoir qu'un sportif a une membrane intestinale qui est extrêmement fragilisée et qui souvent ne permet pas le passage d'un certain nombre de sels minéraux, d'un certain nombre de substances. Ceci parce qu'à l'effort, l'intestin n'est pas irrigué. Okay, donc à la fin de l'effort, quand cet intestin est irrigué d'un seul coup, on appelle ce phénomène ischémie-reperfusion, vous avez des dégâts importants au niveau de la muqueuse intestinale. Donc ce sont des gens qui souvent ont des problèmes d'absorption. Or l'intérêt de la micronutrition, c'est d'amener des petites doses, mais dans un bol alimentaire normal. Le bol alimentaire normal, c'est quoi? Ce sont des glucides, des lipides et des protéines ensemble. Alors quand vous prenez, je vais dire n'importe quoi, une vitamine C, etc., elle est sous forme pure, sous forme synthétique. Et on sait que quand ces micronutriments sont amenés comme c'était dans un mini-repas, ils sont beaucoup mieux absorbés. Okay, donc ça, on s'est attaché beaucoup à l'oxydation cellulaire. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est un phénomène, ça permet de voir le phénomène de surmenage, d'overtraining, si vous voulez. C'est-à-dire quand les dépenses antiradicalaires sont dépassées, ça veut dire que le sujet est en surmenage. Donc ça, c'est un des critères qu'on a utilisé d'ailleurs en 2002. Et quand en 2002, on a fait des bilans juste avant le stage préparatoire, là, je me rappelle encore le titre de l'équipe, l'alerte bleue. J'avais dit aux gens, attention, les joueurs de l'équipe de France sont extrêmement fatigués. Nous avions des critères biologiques qui étaient extrêmement mauvais sur 7 à 8 joueurs. Bon, je ne citerai pas les critères biologiques, mais nous avions surtout le phénomène antioxydant qui était complètement dépassé. Donc moi, je me suis attaché vraiment à travers une nutrition adéquate pendant 1 an et demi. Et on a argumenté avec les joueurs, on leur a expliqué, etc., à tel point qu'en 98, c'était eux-mêmes qui venaient me chercher quand ils trouvaient qu'il y avait quelque chose d'anormal dans le buffet. Donc on a eu une préparation, si vous voulez, micronutritionnelle, personnalisée, parce que, vous savez, en sport, hein, les entraîneurs vous disent, docteur, donnez des vitamines. Alors, sur la table, vous mettez une boîte de vitamines, et puis les gens prennent leurs vitamines. C'est pas ça la médecine.
c'est donner ce qu'il faut à chacun et ce qu'il faut lui donner. Il faut personnaliser. Comme vous personnalisez l'entraînement, il faut personnaliser. Certains auront besoin d'un peu plus de fer, parce qu'ils en manquent, parce qu'ils ont des problèmes. D'autres, ça peut être d'autres micronutriments. Et il faut adapter la réponse à chaque demande. Et c'est ce que je me suis attaché à faire. C'est un travail de Romain, hein. C'est un travail énorme. Quand vous avez une trentaine de joueurs à vous occuper, où il faut essayer de les connaître, si vous voulez, sur le plan physiologique et sur le plan alimentaire, de manière extrêmement complexe. On a fait des bilans, si vous voulez, on a fait des bilans également de profil lipidique, les fameux oméga 3, oméga 6, parce que je me suis aperçu que quand j'ai commencé dans le football, les footballeurs mangeaient énormément de viande. Parce que la viande, vous savez, le fameux critère, c'est la force, etc. Donc petit à petit, on leur a montré que le rapport oméga 3, oméga 6 est extrêmement important. Les oméga 3 sont essentiellement le poisson, vous le savez. Ce rapport est important, pourquoi? Parce que quand il est inversé, les gens ont un profil beaucoup plus pro-inflammatoire. C'est-à-dire que la moindre blessure, le moindre choc, va entraîner des conséquences beaucoup plus importantes et un temps d'indisponibilité beaucoup plus long que chez quelqu'un qui n'a pas ce profil pro-inflammatoire. Et ça, on leur a expliqué, on a fait des bilans, on a montré ceux où les oméga 3 étaient complètement bas, ceux où il y avait trop d'oméga 6 ou l'inverse. Et on a essayé à partir de ça de faire comprendre, et l'action a été surtout alimentaire. Merci. Je crois me souvenir que dans votre intervention liminaire, docteur, vous avez évoqué un contrôle un peu rocambolesque à l'initiative de Madame Buffet. Malheureux, je dirais. La date était mal choisie. C'est vrai que le 26 décembre, c'est peut-être pas ce qu'on attend et qu'on fait le plus volontiers. Mais bon, Madame Buffet a été aussi auditionnée devant notre commission d'enquête. Et elle a parlé de ce contrôle antidopage inopiné sur les joueurs de l'équipe de France pendant le stage en question. C'est vrai, le lendemain de Noël, c'était pas certainement le meilleur jour pour faire ce genre de contrôle inopiné. Mais toujours est-il que elle nous a dit ce jour-là qu'elle aurait subi des pressions de toutes sortes. Que pensez-vous de ces déclarations? Avez-vous vu ou eu connaissance de telles pressions autour de l'équipe de France? Et s'il y a eu pression, elle venait de qui? Pardonnez-moi. Alors déjà, c'est pas de mon fait. De toute façon, je pense que la fédération a dû monter un petit peu au créneau, mais c'était aussi un peu de la faute de la fédération, puisque vous savez, vous donnez la liste, enfin les dates de stage. Or la fédération, par erreur, je pense, avait mis ce stage comme un stage de préparation au physique. En fait, c'était un stage de préparation familiale, puisqu'on avait passé Noël tous ensemble. Ça a été très difficile à mettre sur pied, parce que bon, les joueurs voulaient tous passer en famille. Ils ont passé en famille, mais tous ensemble, et que leur famille à Tignes. Donc c'était un pari extrêmement risqué. Il fallait qu'on ait des échanges en dehors d'un stage officiel, d'un stage de travail, d'un stage de compétition. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors, on n'a pas du tout refusé le contrôle. Il a eu lieu. Hein. Il a eu lieu. Tous les joueurs sont venus. Bon, il y en a un que j'ai eu de la peine à récupérer, c'est Fabien Barthez, parce qu'il était sur les pistes, je ne sais pas où, je l'ai récupéré en fin de journée. Mais en fin de journée, ils étaient tous passés au contrôle, 6 joueurs, autant que je me souvienne. Hein. Alors les pressions après, des pressions de très haut niveau, alors je ne sais pas, là, je n'ai pas de réponse. Je l'ai appris avec, quand j'ai lu ça dans l'équipe, les déclarations de Marie-Georges Buffet, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si ça suffit à empêcher de faire d'autres contrôles, je trouve ça un peu dommage, quoi. On n'a jamais refusé un contrôle, c'est clair. J'ai pas l'intention, pas plus que mes collègues, de réouvrir la mini-plaie qui existerait avec le docteur Paclet. Non, non, lui, alors, attendez, lui, il nous a dit que c'était des raisons d'État. Alors, est-ce que vous pensez qu'il s'est un peu trompé en affirmant cela, ou y avait-il des raisons d'État en 98? Je sais pas, je pose la question. Non, alors, personnellement, je vois pas. Je vivais presque 24 heures sur 24 avec les joueurs, où je suis un très grand naïf, et j'ouvre pas les yeux, mais
Il me semble que j'observe quand même pas mal les comportements. Ou alors, non, moi, j'ai rien vu d'anormal, j'ai rien vu qui m'ait sauté aux yeux. Et les fameux contrôles, enfin les fameux taux, si vous voulez, c'était tout le long des stages. C'est pas sur un stage donné. Hein. On l'a fait sur un certain nombre de stages. Je ne sais plus combien on a fait de bilan biologique, mais je vous garantis que le budget avait aussi un petit peu explosé. Bon, j'avais trouvé des sponsors médicaux pour le faire, mais le budget a aussi un petit peu explosé dans notre préparation pour 98. Et il a fallu que Aimé Jacquet montre au créneau au Conseil fédéral pour que ce budget soit accepté. Okay. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de bilans. Et dans ces bilans, il n'y a rien qui m'est... Alors si, bien sûr, toutes les choses anormales, on est allé plus loin. Ce que Jean-Pierre Paclet ne sait peut-être pas, puisqu'il a eu que les premiers bilans. Les seconds bilans, les autres bilans, on les a fait un petit peu, enfin on les a fait en interne bien sûr, mais on est allé plus loin avec dosage de l'érythropoïétine, etc., avec le laboratoire lyonnais dont je vous ai parlé. Alors je peux vous donner les noms des 2 biologistes. Si vous voulez les auditionner et autres, ils vous diront que tout ce qui a été fait en 98 leur a jamais paru totalement anormal quand on est allé aussi loin que nous sommes allés dans les contrôles. Dans le contrôle biologique, oui. Donc, il ne s'agit pas pour notre commission de ressusciter ou de créer ou de ressusciter un problème entre 2 médecins qui se sont succédés. Je crois que c'est pas ça le problème. Non, j'ai aucun problème avec Jean-Pierre Paclet. Donc, si ce n'est que je dirais que quand on a quelque chose à dire, on le dit tout de suite. On ne le dit pas 10 ans après. C'est trop facile. Vous avez le droit. Oui. 98, ça fait 15 ans. Oui, mais son livre est sorti, je ne sais pas quand. Oui. Non, après, bon, c'est pas l'essentiel, mais c'était des précisions que nous souhaitions obtenir de votre part. Et merci de nous les avoir données. Vous avez donné votre point de vue. C'est très bien. D'une manière générale, existe-t-il suffisamment de contrôle antidopage dans le football? Parce qu'on parle toujours du cyclisme. Il y en a pas mal. Soir, mais est-ce que dans les sports collectifs tels que le football, ces contrôles sont assez nombreux? Selon vous, hein, c'est pas... Oui, alors vous savez que les contrôles, maintenant, il y a une sorte de contrôles. Il y a les contrôles en compétition et les contrôles à l'entraînement qui se sont généralisés. Hein. Et ce que je peux dire dans les dernières années avec l'Olympique lyonnais, c'est qu'il y a eu des contrôles, il y a eu un certain nombre de contrôles sur 8 joueurs à peu près à l'entraînement, 8 ou même une fois, il y a eu tout l'effectif, avec prise de sang, urine et cheveux. Et on n'a jamais rien trouvé. Alors vous savez que les cheveux, on remonte quand même assez loin. Donc ça veut dire que quelque part, le football... n'est pas extrêmement touché par le dopage. Dire qu'il ne l'est pas, c'est complètement utopique. Bien sûr qu'il y a des cas, peut-être que... Mais je veux dire que le dopage généralisé, du moins moi dans les clubs et en équipe de France, j'en ai pas eu connaissance. Dopage individuel, oui. Les pressions, on en a, évidemment. On en a. Bon, à travers les présidents, bon, etc. Bon, ça existe. OK, il faut pas se voiler la face. Mais dopage institutionnalisé, moi, je n'y ai jamais été confronté. Bon, si j'avais été confronté, je vous rassure, hein, je ne serais pas resté longtemps dans le football. Hein, parce que si vous mettez ça dans ce domaine-là, vous êtes tout de suite bouffé et vous ne pouvez plus vous en sortir. Moi, je n'ai jamais touché à ça. Et je pense que je m'en porte bien. Je peux me regarder dans une glace le matin et je peux dire 98 a été une grande victoire. Et une victoire... préparé de manière extrêmement rigoureuse. Et je pense que si on... Vous savez, le football, c'est un sport collectif. Quand vous êtes en stage, vous êtes tous ensemble. Hein, les chambres sont ouvertes, etc. S'il y avait eu des choses incroyables, des perfusions sanguines, etc., je pense que le personnel, le hôtelier, le personnel qui sont autour de l'équipe de France, etc., l'auraient vu. Et je peux vous garantir qu'il n'y a rien eu de tout ça. Merci. Alain Néry, puis Stéphane Mazard. Oui, docteur, vous avez écouté avec attention, il n'est pas question de jeter
le moindre doute sur la victoire de l'équipe de France en 1998. Oui. Mais on a quand même le droit de se poser des questions, puisque pourquoi on ne se poserait pas des questions sur le football alors qu'on est inondé de questions et d'interrogations sur d'autres sports? Moi, je ne partage pas votre sentiment dans votre description idyllique du football. Vous nous dites, là, nous, on ne risque rien, parce que d'abord, ça coûterait trop cher. Excusez-moi, s'il y a un sport où l'argent coule à flot, c'est bien le football. Donc, ce n'est pas une question de moyens financiers, parce qu'il vaut mieux quand même être un footballeur professionnel aujourd'hui au niveau salaire que d'être un coureur cycliste professionnel quand on n'est pas la vedette numéro 1. Donc, dans ce domaine de l'irrigation financière, je crois que votre argument ne peut pas tenir. Qui paye? Écoutez, moi, je ne sais pas qui paye. Je ne sais pas qui paye, mais vous nous avez donné cet argument, je vous donne mon sentiment. Oui, d'accord. Parce que il se tient. Je suis comme vous. Il se tient. Pas tout à fait naïf, quoi. Oui. Ouais, d'accord. Deuxièmement, vous nous dites que le football, c'est pas un sport qui nécessite de la force, de l'amélioration. Non, j'ai pas dit ça. Écoutez, moi, j'ai dit que c'est un des critères de la performance. C'est que quand une équipe n'avance plus physiquement, la différence se fait forcément, puisque techniquement, il arrive même que des équipes limitées techniquement compensent par le physique. Bon, et quand on n'est pas bien physiquement, on n'est pas bien techniquement. Donc c'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. C'est un ensemble. C'est un tout, mais donc, si vous donnez... Donc à partir de ce moment-là, moi je pense que... Et vous savez, docteur, moi je n'ai pas d'action dans ESPN, la chaîne qui fait des rétrospectives. Mais enfin, quand on voit les matchs d'il y a quelques années avec les matchs plus récents, on voit bien que la vitesse n'est plus la même, on voit bien que les gabarits sont plus les mêmes, on voit bien que les passes sont plus de la même longueur, même si, sans être un technicien, je sais bien que les ballons n'étant plus les mêmes, c'est plus facile de faire une passe de 35 mètres aujourd'hui que c'était facile il y a 20 ans. Bon. Mais dans tout ça, je crois qu'il y a quand même des interrogations qui se posent. Parce que, je vais vous poser une question. Vous dites qu'il n'y a pas de dopage. Or, nous avons eu à auditionner Madame la directrice du laboratoire de Châtenay-Malabry. Et la directrice du laboratoire de Châtenay-Malabry nous a donné le hit parade. Et dans le hit parade, le football est pas mal placé, quoi. Il est même dans les produits qui sont interdits. Oui, et hachiche. Des produits qui sont arrivent interdits. Largement en tête. Et drogues récréatives. C'est tellement vrai que moi, je ne comprends pas bien, parce que ce qui m'inquiète beaucoup dans le football, et je voudrais votre expérience là-dessus, c'est que vous dites, bon, il y a des contrôles inopinés. Alors, on a écouté Deschamps, qui nous a dit, mais il ne faut pas de contrôle inopiné, parce que les contrôles inopinés, ça nous détruit nos séances d'entraînement, où on ne peut pas mettre en place nos combinaisons. Et ça veut dire aussi que d'autres nous disent, mais les contrôles inopinés, vous comprenez, c'est pas possible. Même vous, vous me dites, le 26 décembre, imaginez, c'est quand même pas normal que le 26 décembre, on ait un contrôle inopiné. Vous savez, dans d'autres sports, quand on a un contrôle inopiné à 6 h du matin, avant d'aller faire une étape de 180 km dans l'école, c'est pas forcément non plus la meilleure préparation. Oui, mais ils sont en compétition. Et vous savez bien aussi comme moi, oui, mais en compétition, bien sûr, mais on sait bien que le dopage, si on se contente de faire des contrôles en compétition, on perd notre temps. On perd notre temps. On sait bien que c'est la préparation avant qui permet, et si on souhaite des contrôles inopinés, c'est effectivement parce que c'est là où on peut. Donc moi, je souhaiterais que vous me disiez votre avis sur les contrôles inopinés, si vous pensez qu'il faut les maintenir, parce que quand vous dites également, c'est embêtant à la fin du match, ils sont obligés d'aller répondre aux contrôles. Mais dans les autres disciplines sportives aussi, c'est tout de suite la fin de l'épreuve. Vous l'avez dit vous-même. Attendez, si je ne fais pas la fin de l'épreuve, le type, il a le temps de se faire une injection d'eau. Ou de boire de l'eau, et puis je fais tomber le taux d'hématocrit. Ouais, attendez, il y en a d'autres qui l'ont fait. D'accord. Donc, moi, je crois que là-dessus, il faut, parce qu'on aime tous le football, il faut que le football, effectivement, puisse justifier comme les autres. Donc, je voudrais votre sentiment sur les contrôles inopinés, et également, parce qu'on n'en a pas parlé, les autorisations à usage thérapeutique. Merci. Oui, alors... des arguments, oui, ils peuvent se retourner, effectivement. Pour revenir au contrôle inopiné, moi je suis pour.
Il faut des contrôles inopinés. C'est, à mon avis, beaucoup plus important que les contrôles en compétition et beaucoup plus facile à faire, même si ça dérange l'entraîneur parce que ça change sa séance d'entraînement. Mais quand vous avez des contrôles, après un match, et je sais de quoi je parle, puisque j'ai été médecin FIFA à la Coupe du Monde 94, et c'est moi qui ai eu le triste privilège de contrôler Diego Maradona quand il a été positif. Donc, contrôle antidopage, je connais, mais quand vous jouez par 40 degrés à l'ombre et que vous faites un contrôle après la compétition, vous attendez, là, vous pouvez attendre jusqu'à 5, 6 ou 7 heures avant que le sujet puisse uriner. Donc c'est de là qu'on avait envisagé les contrôles sanguins et qu'en 2002, la FIFA a inauguré les contrôles sanguins, puisqu'il faisait très chaud également en Corée et au Japon, pour éviter d'attendre parfois 5-6 heures que le sujet puisse uriner. Et donc ça c'est quand même important. Alors, les contrôles inopinés à base de sang, cheveux, urine, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui passe à travers quand même. Hein. Quant à l'argent dans le football, oui, il y a beaucoup d'argent dans le football, mais connaissant les footballeurs, j'en vois pas beaucoup qui accepteraient de payer ce que payent certains athlètes ou certaines équipes dans d'autres disciplines pour un résultat qui est quand même aléatoire, parce que vous disiez que le problème physique est important. Certes, il est important. Il a beaucoup évolué au fil des années. Si vous voyez des matchs de la Coupe du Monde 58, vous rigolez. Les gars, ils jouent, ils marchent. Okay, donc, si on met tout sous le compte du dopage, c'est un peu facile aussi. Hein. C'est un peu facile. Les choses ont beaucoup évolué. Moi, j'ai pris l'Olympique Lyonnais dans les années 76. Et à ce moment-là, je peux vous dire qu'ils avaient des consommations maximales d'oxygène, c'est-à-dire leur cylindrée, si vous voulez, qui était extrêmement basse. Et on arrive en 98 avec des gens qui sont des athlètes. Et ça progresse de match en match. Je suis en contact avec beaucoup de préparateurs physiques et qui me disent qu'ils sont étonnés, ils trouvent que de match en match, la performance physique augmente dans le match, c'est-à-dire plus de sprint, plus d'actions explosives, etc. Et ça, effectivement, le football a pris une dimension physique extrêmement importante. Mais, s'il n'y a pas de technique, vous pouvez donner ce que vous voulez à 11 joueurs, vous les bourrez d'amphétamines, d'érythropoïétine, d'hormones de croissance, de glucostéroïdes, s'ils ne sont pas techniques et s'ils n'ont pas une valeur de footballeur, il n'y aura pas de résultat, ils ne seront pas champions du monde. Hein. Okay, donc, il faut relativiser. Je suis d'accord avec vous, il ne faut pas être naïf non plus. Il se passe peut-être certaines choses dans certains pays. Là, c'est difficile à contrôler parce que ce sont des rumeurs, et comme toujours les rumeurs, c'est difficile. Moi, je dis qu'en France, sur ce que je connais à l'heure actuelle, le football est relativement, entre guillemets, propre. Okay, où il y a danger, ce sont les drogues. Là, ça fait longtemps que je le dis. Là, il y a un vrai danger. Parce que ce sont des gens qui côtoient le showbiz, qui ont beaucoup d'argent. Et là, les drogues récréatives, c'est plus un problème. Et puis le deuxième volet, c'est quand les gens doivent signer professionnel. C'est-à-dire quand vous êtes en centre de formation, vous avez un manager, vous avez des gens qui poussent pour que vous passiez professionnel, parce que comme vous l'avez dit, c'est assez juteux, d'accord ? Et là, il peut y avoir problème. Or là, ils ne sont peut-être pas suffisamment contrôlés. Je crois qu'il faut peut-être contrôler plus en amont que ce qu'on fait actuellement. Quoique, je ne sais pas sur ces dernières années ce qui est fait dans les centres de formation et tout. Donc là, prenez mes paroles avec discrétion. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Aimé Jacquet aurait accepté qu'on plonge dans le côté dopage complètement non, c'est pas possible. C'est mal le connaître, effectivement. Stéphane Mazard. J'ai répondu à peu près. Pardon ? Ah oui, il me semblait que j'ai oublié quelque chose. Alors ça, oui, ça c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce qu'à un moment, les corticoïdes ont été interdits. Toute voie d'administration, d'accord ? Alors maintenant, ils sont autorisés s'ils sont en application locale, d'accord, et en injection intra-articulaire, mais pas en intramusculaire. Quand vous faites une injection intra-articulaire ou vous faites une infiltration en périarticulaire, ça passe dans le sang. Hein.
ça passe dans le sang. Donc je crois que là, il y a une ambiguïté et je pense qu'il faut effectivement que les dossiers médicaux à ce moment-là soient en béton. Vous savez, les infiltrations, on n'en fait quand même pas, on n'en fait pas des tonnes. Alors il y a des cas très précis où il faut en faire, mais c'est extrêmement réduit au point de vue thérapeutique. C'est extrêmement réduit. Hein. Donc là, je pense que ça a été un recul. Ça a été un recul. Hein. Les corticoïdes interdits, sauf dossier médical vraiment et argumenté, ok, avec tout ce qu'il faut. Mais autrement, je trouve que la loi, là, est un peu... Bon, c'est facile de la contourner, quoi. Très facile. Merci. Je reviens. Stéphane Mazard, cette fois-ci. Oui, docteur, pour rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit par mon collègue, quand vous dites effectivement que pour être un bon footballeur, il faut pas seulement courir vite et sauter haut, qu'il y a une part de technique qui est très importante. Il n'empêche qu'aujourd'hui, quand même, le foot de haut niveau, c'est une répétition de matchs très importante et que la dimension physique, quand même, prend de plus en plus de place. Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, selon vous, le rythme des calendriers donc, nationaux et internationaux semble toujours compatible avec une pratique saine de ce sport? Donc ça, c'est ma première question. Deuxième question, 98, il y a une particularité, c'est que pratiquement tous les joueurs, à ce moment-là, jouent à l'étranger, dans les championnats étrangers. Bon, la plupart, sur le 11 type, il y a la plupart des joueurs qui jouent dans les championnats à l'époque italien. Après 98, 98 aussi. Il y avait Carambeu qui était au Real, et il y en avait un quatrième. Je crois qu'il y en avait 4 ou 5. Par contre, après 98... Il y avait Thuram, il y avait Vieira. Oui, il n'y aura pas beaucoup de joueurs. Très aigué, hein, déjà. Oui, enfin, mais c'était pas la majorité. Par contre, en 2002, oui. En 2002, on n'en avait que 4, je crois, qui n'étaient pas à l'étranger. Avec des joueurs dont, pour beaucoup, on se faisait la réflexion, alors peut-être du côté grand public, pas très averti mais on se faisait la réflexion de ces joueurs qui physiquement quand même s'étaient transformés à partir du moment où ils étaient allés jouer à l'étranger. Ils avaient pris notamment beaucoup plus de masse musculaire et on les sentait d'ailleurs sur le terrain beaucoup plus promptes physiquement. Et tout à l'heure, et pour terminer, vous avez dit que c'est vrai qu'il y a peut-être des pays qui n'ont pas la même approche de la médecine qu'en France, peut-être moins humaniste, etc. Quel regard vous aviez à ce moment-là, vous, puisque les joueurs de l'équipe de France, vous les avez sous votre direction, sous votre contrôle, qu'au moment des stages ou au moment des compétitions. Mais tout au long de leur vie sportive, ils sont effectivement avec leur club et les médecins de ces clubs. Quel regard vous aviez sur leur préparation médicale ou sur leur suivi médical au moment où ils étaient en club et est-ce que vous avez pu avoir un minimum de soupçons sur la méthode qui était la méthode de préparation dans leur club, dans ces pays sur lesquels effectivement on peut avoir un regard parfois un peu suspicieux. Oui, alors sur les charges de travail, et là c'est un vaste problème, les charges de travail. Vous verrez que dans le DVD de 98, on a basé beaucoup notre préparation là-dessus, sur l'état physiologique des joueurs. C'est-à-dire qu'on s'est amusé, je le dire, pendant 4 ans avant, à prendre exactement leur charge de travail saison par saison, ce qui nous a permis d'affiner la préparation en fonction du nombre de matchs joués, non pas sur une saison, mais sur 4 saisons. Et actuellement, un joueur qui fait 3 ou 4 saisons pleines, la 4e ou la 5e saison, il y a un grand risque de blessure parce qu'on arrive à une espèce de overtraining. Au surentraînement. Voilà. Le nombre de matchs, alors c'est vrai qu'on court toujours après. Hein. Moi, les statistiques que j'ai sur 98, la moyenne sur les 22 joueurs, puisqu'en 98 il y avait 22 joueurs, la moyenne de matchs joués dans la saison de l'ensemble du groupe, c'est 41 matchs. En moyenne. Donc c'est pas énorme. En 2002, on passe à 52. Okay, avec des extrêmes.
Et les extrêmes, ils sont à plus de 70 matchs. Donc jouer 70 matchs dans une saison, sur 10 mois, enfin disons 11 mois même, ça devient problématique. Alors, on demande aux médecins, on insiste beaucoup sur la récupération. Mais plus vous faites récupérer les joueurs, plus on vous met des matchs. Donc il arrive un moment où il faut dire, il faut légiférer sur la somme de travail, la charge de travail. Ça existe en médecine du travail. Or, les cyclistes professionnels, les footballeurs professionnels sont des salariés. Ils dépendent de la médecine du travail. Et les charges de travail, ça doit être considéré comme des sports, enfin, comme des activités dures. Mais il faudrait peut-être légiférer sur le nombre de matchs, le nombre de courses à ne pas dépasser, etc. Alors ça, c'est un vœu pieux. Nous, on en parle depuis quelques décennies, mais on n'a jamais été suivi. Moi, je me suis mis en travers quand en France, la Ligue avait décidé de faire des matchs tous les 2 jours, à 48 heures. Il faut un peu plus de 3 jours pour récupérer un match de football. D'accord ? Il faut 3 jours et demi à peu près pour refaire vos réserves, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que, on le voit très bien avec le football et le rugby, qui sont des sports de contact. Les sports de contact, le problème, c'est que vous prenez des chocs, vous prenez des coups, et ces coups, ils détériorent des tissus. Et ça coûte très cher à l'organisme de réparer. Les réserves énergétiques, on maîtrise maintenant. En 2-3 jours, on sait refaire un stock de glycogène, on sait refaire ce qu'il faut pour que le sujet soit apte. Mais quand il faut réparer des tissus, 3 jours, c'est court. Et vous voyez, le rugby, il serait impensable de faire des matchs de rugby tous les 3 jours. Un match de rugby, il faut 7 à 8 jours pour récupérer. D'accord ? Et oui, un marathon, il faut beaucoup plus de temps que ça. Non pas parce qu'ils prennent des coups, mais les percussions sur le sol déclenchent des dégâts membranaires, dégâts tissulaires. Et c'est ça qui coûte cher à l'organisme. Ça, il faut réparer. C'est pour ça que le métabolisme d'un athlète est toujours en hyperactivité. OK ? Donc ça, il faut en tenir compte. Et c'est vrai qu'il y arrive un moment, si vous mettez des matchs trop rapprochés, il y a un moment où vous tapez le mur. Hein. Vous tapez le mur, et le sujet, il fait quoi pour récupérer ? Il se blesse. La blessure, à mon avis, c'est quelque chose qu'on peut prévoir. La gestion des charges de travail, la gestion des compétitions, font partie des charges de travail. Je dirais les ressources humaines, c'est quelque chose qui va être très important en sport professionnel. Or, malheureusement, on fait toujours jouer les meilleurs, ou pratiquement, on fait toujours jouer les meilleurs, et on tire toujours dessus les mêmes. Hein. Alors, est-ce qu'on peut faire une carrière très haut niveau à 50 ou 60 matchs par saison sans approche, je dirais, biologique ou alimentaire très poussée? Je pense que c'est devenu extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir quelque chose d'extrêmement personnalisé. Il faut que le sujet se connaisse bien, il faut qu'il sache, il faut qu'il mène une vie vraiment adaptée, en sachant ce qu'il faut qu'il mange, etc., et qu'il soit vraiment tourné vers son sport, vers sa profession. Ça, je ne sais pas si c'est tout à fait le cas aujourd'hui. Alors, il est toujours plus facile. Hein. Nous, on a fait des stages à Tignes. OK, il aurait été beaucoup plus facile de faire une piqûre d'érythropoïétine à tous les joueurs. Hein. Et puis, on restait chez nous. Donc, si vous voulez, le dopage, c'est un peu l'oreiller de paresse, comme dirait Aimé Jacquet, une expression favorite. C'est beaucoup plus difficile de programmer un entraînement, de disséquer un sujet, de le connaître vraiment sur le plan physiologique, etc. C'est un travail, je vous dis, énorme, parce que les variables, vous en avez énormément. Et ce travail-là, effectivement, je ne suis pas sûr qu'il puisse être fait partout, et c'est plus facile d'avoir recours à certaines techniques, et on se dit à ce moment-là, tout le monde est en forme, et qu'il n'y aura pas de problème. Merci. Alors, il y avait la question des charges de travail, il y avait... Juste ces joueurs donc, que vous n'avez pas sous les yeux puisqu'ils sont à l'étranger, dans des clubs et qui se métamorphosent physiquement. Et qui Alors, beaucoup plus moi j'étais en contact permanent. On avait mis en place, si vous voulez, un contact un petit peu permanent avec eux. Quand ils étaient blessés, ils m'appelaient.
en me disant ce qu'ils avaient, pour combien de temps il y en avait. Si j'estimais que c'était relativement grave, et ça surtout dans les derniers mois, je me déplaçais pour aller voir le joueur. Okay, et surtout, je leur demandais de me dire tout ce qu'on leur donnait. D'accord? Et souvent, de leur propre chef, ils me disaient, on m'a donné tel produit, telle molécule, puisque les noms commerciaux ne sont pas toujours les mêmes suivant les pays, telle molécule, est-ce que je peux prendre ou pas prendre? Voilà. Alors, ce que je peux dire, si on parle de l'Italie, et notamment de la Juve, énormément de produits. Ils donnaient, même en perfusion, énormément de produits. La pharmacopée italienne est beaucoup plus riche en produits de récupération, vitamines, sels minéraux, acides aminés, que la pharmacopée française, qui est de plus en plus restreinte d'ailleurs, hein, ce qui nous protège aussi un petit peu quelque part. Mais dans tous les produits que m'ont cités les joueurs, ils ne m'ont jamais donné le nom d'un produit de pan, enfin, d'un produit qui était sur la liste, quoi. Mais par contre, énormément de produits qui étaient un peu détournés de leur autorisation de mise sur le marché, enfin de leur utilité première. C'est souvent des produits qui étaient utilisés pour des effets secondaires ou parce qu'ils contenaient un certain nombre de choses qui étaient intéressantes pour l'organisme, mais produits toujours non interdits, c'est-à-dire pas sur la liste. Alors, bien sûr, on peut me dire, ils m'ont peut-être pas toujours dit la vérité, d'accord, ça, mais même la savaient peut-être pas forcément. Oui, enfin, ils sont le footballeur, le problème est souvent assez naïf, hein. C'est-à-dire qu'on lui fait une injection, il ne demande pas ce que c'est, quoi. Enfin, il ne demandait pas à l'époque. Moi, je leur ai dit, attendez, on me fait une injection, demandez ce que c'est. Demandez à voir la boîte, demandez, évitez d'être dopé à votre insu de votre plein gré, hein. D'accord? Oui. Et ça, moi, je me suis bagarré avec eux, c'est pour ça qu'ils m'appelaient, en me disant, Doc, on m'a donné ça, qu'est-ce que t'en penses? Je peux prendre, je peux pas prendre. Et la plupart du temps, je disais, bon, ben celui-là, bon, ok, ça n'a pas beaucoup d'importance, je ne vois pas bien ce que ça va t'amener, mais bon. Mais encore une fois, je n'ai jamais été confronté sur cette équipe-là à des produits franchement interdits. Avec un bémol, c'est la fameuse créatine, mais qui n'est pas un produit interdit, et qui est donné largement à nu dans les pays étrangers. Les joueurs étrangers en France en prennent également beaucoup. Il faut le savoir. Alors, comme toujours, la créatine, c'est un produit qui intervient dans l'énergétique, qu'on trouve dans l'alimentation normale, hein. Mais effectivement, comme toujours, c'est l'excès qui est problématique. Si vous prenez un steak par jour, 150 grammes, c'est pas dramatique. Si vous mangez 3 kilos de viande par jour, ça le devient. Pour la créatine, c'est le même problème. Donc tout ce qui est orthomoléculaire, des choses données à grosse dose, c'est toujours une erreur au niveau d'un organisme humain, puisqu'on est toujours régi par ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le moins de variations possible. Toute variation, qu'elle soit d'entraînement, de désentraînement, qu'elle soit climatique, qu'elle soit alimentaire, etc., va entraîner des perturbations extrêmement importantes au niveau de l'organisme. Vous avez toujours intérêt à ce qu'il y ait le moins de variations possible. On est régi, on fonctionne comme ça. Alors on s'adapte, mais les adaptations se font progressivement. Je me tourne vers mes collègues. Ça pourrait être la dernière question avant que nous vous laissions nous dire en conclusion ce que vous souhaitez nous dire, si vous avez envie de faire une conclusion. En tant que médecin, est-ce que vous faites une distinction entre médicalisation? On entend beaucoup ce terme depuis bientôt 3 mois. On nous dit non, ça c'est pas du dopage, c'est de la médicalisation. Donc faites-vous une distinction entre médicalisation et dopage? Oui, alors après le problème c'est où commence le dopage? C'était toujours la grande question. C'est-à-dire que si on prend la définition du dopage en disant que tout ce qui est artificiel est contraire à l'éthique, alors là on va très loin. On va très loin. Moi, j'ai vu un médecin qui m'a dit « mais c'est pas normal de donner de l'arnica quand un sujet prend un coup. Parce qu'en donnant de l'arnica, il ne va pas déclencher d'échymose. Ne déclenchant pas d'échymose, il va être plus performant que s'il avait l'échymose. » Oui, d'accord. Mais alors, pourquoi je parle de l'arnica? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de la finale de la Coupe du Monde. Et en première mi-temps, au milieu de la première mi-temps, Didier Deschamps prend un coup dans le ventre.
Alors Didier Deschamps était très sensible à l'homéopathie, donc je rentre sur le terrain et je lui donne un tube d'arnica 9CH qui prend, il fait ça. Et à ce moment-là, il y a un gros plan de la télé sur lui. Paf. Le lendemain, j'ai une dizaine de télés étrangères qui m'appellent en me disant « Docteur, quel est le contenu de la fiole que vous avez donnée à Didier Deschamps? Est-ce que c'était un produit dopant ?» Je dis alors écoutez, déjà il faudrait que je sois un peu stupide pour lui donner un produit dopant devant des milliards de téléspectateurs. Et puis d'autre part, c'était de l'arnica qui est un produit homéopathique. Et il réagit beaucoup à l'arnica. Donc je lui donne de l'arnica qui est quelque chose pour contre les contusions. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc alors on en a encore parlé. Je crois qu'il y a un journaliste qui a sorti une autobiographie une biographie plutôt de Didier Deschamps où il reparle de ça et il reparle de ce phénomène en parlant de dopage. C'est complètement, je suis sidéré par l'incompétence de certaines personnes. Ils se renseignent. L'arnica, c'est quelque chose qu'on donne aux enfants, qu'on donne à tout le monde. Deuxième cas, dans un autre livre où j'ai vu que notre ami Lilian Thuram aurait pris un produit dopant à la mi-temps contre la Croatie parce qu'on prend le but. D'abord, les gens ne savent pas que le but a été marqué en début de deuxième mi-temps. Donc, je ne vois pas pourquoi il aurait pris quelque chose à la mi-temps, puisqu'il n'avait encore pas fait l'erreur, qui l'a amené à se poser des questions et à dire et à être transcendé mentalement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'entraînement, déjà, il s'était fait rabrouer par les autres défenseurs parce qu'il restait trop en arrière. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match, mais il traîne en arrière, ce qui permet à Zucker de marquer. Et comme il s'est pris une volée de bois vert, là, ça l'a tellement gonflé quelque part, excusez-moi du terme, que ça l'a transcendé et qu'il marque 2 buts. Il n'a jamais plus remarqué de but. Alors c'est tellement facile de dire il a marqué 2 buts, ok, c'est qu'il a pris quelque chose à la mi-temps. Attendez, le mental chez l'homme est capable de grandes choses aussi. Donc c'est 2 petits exemples pour vous montrer qu'on peut tout ramener au dopage. On peut tout ramener au dopage, même des gestes ou des choses assez simples. Donc ça je trouve que c'est dommageable parce qu'on ne peut plus voir maintenant, et ça me chagrine. Ça me chagrine, on ne peut plus voir un exploit en disant oui, mais bien sûr, tu parles avec ce qu'ils prennent, etc. Mais je vous garantis que nous, on pourrait prendre ce qu'on veut et pour terminer un Tour de France, il faut autre chose que le dopage, il faut des qualités, il faut énormément d'entraînement. Alors c'est vrai qu'après le dopage peut faire la différence, mais moi je reste un sportif et un médecin du sport et je veux croire encore à la beauté du sport. Malheureusement, je sais qu'il y a des problèmes. Bon. Est-ce qu'il faut légaliser le dopage? Vous savez que certains auteurs anglo-saxons ont posé carrément la question. Protéger les sujets contre eux-mêmes. Certains sportifs aussi, si j'en crois telle ou telle déclaration. Qui n'est pas de son gars parce qu'il n'a pas encore gagné, qui a dit des choses qui allaient dans ce sens-là. Oui, mais ça, je pense que ça, c'est un peu dommage quand même. On peut plus gagner sans qu'il y ait une suspicion. Moi, ça me chagrine, mais bon. Je pensais que c'était les dernières questions, mais le rapporteur me dit j'ai encore une question. Alors s'il me promet que c'est la dernière, oui. Avant que vous ne donniez votre conclusion, on va lui laisser poser. Puisque c'est la dernière, elle aura 2 aspects en fait. 2 questions. Mais 2 questions brèves. La première, vous avez beaucoup œuvré dans le football, mais également un petit peu dans le rugby. Oui. Dans le club qui vient d'être d'être sacré champion de France samedi dernier. Est-ce que vous avez senti, par rapport à cette problématique du dopage, une différence d'approche, une différence de réalité entre les 2 sports? Et enfin, une dernière question qui est importante pour nous. Est-ce que vous avez le sentiment que dans les centres de formation des clubs professionnels, les programmes de prévention, les programmes d'information sont aujourd'hui encore suffisants? Alors, les programmes dans les centres de formation, ce que j'ai connu dans les années 2008, certainement pas. Je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'il faut vraiment porter notre effort sur la formation et la préformation. Ça, c'est clair.
Aussi bien d'ailleurs au niveau de l'apprentissage du métier, hein, c'est-à-dire que l'alimentation d'un sportif de haut niveau, ça fait partie du métier. Hein. Se reposer, savoir ne pas faire d'excès quand on veut récupérer correctement ou qu'on veut préparer une grande compétition, etc. Ça, je pense qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire également. Alors, nous, on l'avait fait beaucoup à Lyon. On avait fait internir d'ailleurs la police nationale puisqu'ils ont une cellule drogue, anti-drogue, qui explique bien, qui présente les produits, qui explique un petit peu les tenants et les aboutissants, les contre-indications, je dirais, les effets secondaires, etc. Et ça, à Lyon, on avait beaucoup œuvré là-dessus jusqu'à ces dernières années, quoi. Mais je crois qu'on n'en fait jamais assez de ce côté-là. D'accord. Et puis, j'ai oublié votre première question, excusez-moi. Non, c'était sur une sorte d'analyse comparative entre le foot et le rugby. Ah oui. Alors le rugby, j'ai eu la chance, dans tous les clubs où je me suis occupé, c'est qu'à un moment donné, hop, ils sont allés au plus haut niveau. Tant mieux. Enfin, j'espère que vous y verrez pas quelque chose de péjoratif. Non, à Castres, j'y étais allé pour réorganiser un petit peu leur médical, leur dire comment on travaillait dans le football, faire un suivi un petit peu quotidien, personnalisé. Alors j'espère que c'est ça qui a marché. Alors le rugby, une grande différence. Beaucoup de joueurs anglo-saxons avec un impératif, c'est le renforcement musculaire, la musculation. Donc beaucoup de produits protéiques, de poudre de protéines, pratiquement tous les joueurs anglo-saxons en prenaient. Et là, il y avait une difficulté importante, souvent des produits étrangers. Et vous savez comme moi que dans ces produits-là, il est facile de mettre d'autres choses et bien sûr, la poudre de protéines devient beaucoup plus efficace. Donc, mais sur ce que je vois sur les contrôles antidopage, je n'ai pas l'impression que le rugby ait énormément de cas. Bon, je suis peut-être plus au fait exactement, mais là, il y a quand même un risque. Il y a quand même un risque parce qu'au niveau de la musculation, c'est vrai que comme je vous le disais tout à l'heure, il est beaucoup plus facile de prendre un peu de glucostéroïdes, d'hormones de croissance pour refaire du muscle plutôt que de faire des heures et des heures de musculation pendant des années. Alors, on en a parlé pour la Juve tout à l'heure, savoir qu'effectivement à l'étranger, notamment en Italie, il y a beaucoup plus de programmes de musculation qu'en France, ce qui peut expliquer la fameuse prise de masse musculaire qu'on a incriminée chez un certain nombre de joueurs. Masse musculaire qui n'était pas si importante que ça, parce que moi, je n'ai pas eu des variations de poids extraordinaires entre l'avant et puis l'après-passage, je dirais, dans des pays étrangers. Alors, il faut savoir, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a une sélection naturelle aussi maintenant. Hein. La sélection naturelle, une équipe de très haut niveau en football, si dans une Coupe du Monde ou une finale de Champions League, vous n'avez pas un groupe qui fait en moyenne plus d'1m80 et 80 kg, vous avez quand même un certain handicap pour gagner. Alors on m'a cité l'Espagne, on m'a cité Barcelone. Alors c'est vrai qu'ils ont des petits, mais on regarde derrière, ils ont des très grands aussi. Et en moyenne, on arrive à ces chiffres-là. Alors le football est intéressant parce que tout morphotype peut être un grand joueur. On le voit bien avec Lionel Messi, on l'a vu avec nous à Lyon à l'époque, avec la génération d'Inalo, Lacombe, Chiesa. C'est vieux, mais ça peut rappeler des souvenirs à certains. C'est vrai que le football est intéressant parce que c'est un sport où tous les gabarits ont leur place, pas à n'importe quel poste évidemment, mais par contre vous ne pouvez pas jouer maintenant, vous ne pouvez plus jouer avec 11 petits. C'est impensable, quoi. Il vous faut une colonne vertébrale, il vous faut un gardien de but, un défenseur central, ce qu'on appelle la colonne vertébrale, qui soit relativement haute, à plus d'1m80, mais maintenant on a des joueurs 1m90, 1m95, voire 2 mètres. Donc tous les sports ont évolué de ce côté-là. La puissance physique et la puissance musculaire vont de pair. Et c'est vrai que le football a beaucoup évolué sur le plan physique aussi. Hein. Là, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Mais l'entraînement a suivi. Hein. L'entraînement, les préparations ont suivi. C'est-à-dire que c'est facile de dire, ça y est, on les dope tous, et puis ils se mettent à grandir, ils se mettent à être costauds, c'est un peu facile. Il y a un travail énorme. Alors, je ne dis pas que certains produits peuvent aider. Il ne faut pas être naïf. Alors, en revanche, faisons des contrôles qui soient efficaces. Faisons des contrôles qui soient efficaces et qui lèvent toute ambiguïté. Mais j'ai peur que ce soit un vœu pieux, parce qu'on est toujours en retard d'une guerre. Et actuellement,
J'ai peur qu'on en soit à la thérapie génique. Hein. Et là, vous ferez quoi? On fera quoi en contrôle quand on en sera à la thérapie génique? Il y a telle somme d'argent en jeu. Et je fais des gens qui socialement ont besoin de s'élever. Ça, c'est... Des gens qui ont besoin de grandir. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Oui, non, mais là, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais si on légifère sur les charges de travail, si on fait des contrôles, on organise des contrôles qui soient de qualité, qui soient assez fréquents et qui soient faits dans de bonnes conditions, ce qui est le cas maintenant, hein, je pense. Je crois qu'avec l'Agence mondiale antidopage, les choses ont quand même beaucoup avancé parce que le football maintenant est logé à même enseigne. Vous savez que pendant longtemps on lui a fait un procès, que la FIFA refusait l'Agence mondiale antidopage. Maintenant la FIFA accepte et les choses sont plus claires. Les sanctions sont les mêmes qu'on soit cycliste, footballeur ou autre. Et je crois que c'est une bonne chose. Il faut que les gens, qu'il y ait une égalité dans le contrôle et une égalité dans les sanctions. Puis-je considérer, docteur, que c'est votre conclusion? Ça pourrait servir de conclusion. Oui. Sauf si vous avez encore des choses à nous dire. Mais... Non, je crois que j'ai beaucoup parlé. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Je vous remercie de votre écoute et j'espère vous avoir amené. J'espère ne pas être un grand naïf. Non, c'était très intéressant. C'était pas seulement un grand naïf qui s'exprimait, c'est un connaisseur du milieu. Merci à vous. Je pense, mais bon. Merci. Non, merci.